François Constantini, j'espère que vous allez être un abonné du droit de comprendre. Vous connaissez parfaitement la situation au Moyen-Orient. Vous avez enseigné à l'Institut Saint-Joseph, à l'Université Saint-Joseph, devrais-je dire, qui est tenue par la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Vous avez enseigné pendant 10 ans, vous êtes docteur en sciences politiques et vous connaissez parfaitement l'organisation du Hezbollah, ce qu'elle est, et est-elle aujourd'hui affaiblie par les coups de boutoir de l'armée israélienne? Alors oui, bien sûr, elle est affaiblie. Elle est affaiblie déjà dans ses infrastructures, dans son sommet, puisque avec la mort d'Hassan Nasrallah, personnalité qui dominait le Hezbollah depuis plus d'une vingtaine d'années, plus 25 ans, personnalité qu'on qualifiait de charismatique, qui était à la fois adulé par ses supporters et craint par le Liban, puisque lorsque Hassan Nasrallah prenait la parole, tout le monde écoutait, y compris ceux qui redoutaient. Et puis également l'organisation. N'oublions pas l'explosion des 3000 Vipers, qui a quand même eu des effets, quand même des blessures très graves, qui a eu un certain nombre de morts, 150 morts vraisemblablement auprès des cadres du Hezbollah qui ont été touchés, et puis un effet psychologique énorme. Donc on peut considérer que le Hezbollah a pris des coups en termes de crédibilité, puisque c'était quand même la principale force armée, mais également, je pense qu'au plan également de son impact sur la société libanaise, le Hezbollah n'a pas eu, en effet, l'aura qu'il a vu en 2006. En 2006, ils sont glorifiés d'une victoire divine, alors que là, au contraire, Contre Israël. contre Israël en 2006, alors que là, au contraire, il y a eu une hostilité d'une bonne partie de la population libanaise. Ils sont rentrés dans les quartiers sunnites de Beyrouth, ils ont été accueillis par des jeux de pierre, et ils ont été également mal accueillis dans les régions chrétiennes, où ils ont essayé d'essaimer à la suite des attaques israéliennes. Donc il y a quand même aujourd'hui une rétractation du Hezbollah. Le Hezbollah est touché, mais il n'est pas coulé, loin de là. Alors, Israël qui a accompli justement cet affaiblissement, on dit que Israël fait la guerre au Liban. C'est pas, je trouve, pas tout à fait exact. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, Israël ne fait pas la guerre au Liban. Israël fait la guerre au Hezbollah. On peut même dire que sur le plan du Liban, ils n'ont pratiquement jamais été en guerre. En 1949, ils ont signé un armistice à Rhodes. 800 soldats qui étaient envoyés dans le premier conflit israélo-arabe, qui, paraît-il, n'ont pas tiré un coup de fusil. Et puis d'ailleurs, récemment, il y a 18 mois, il y avait une reconnaissance mutuelle des frontières maritimes entre Israël et le Liban, ce qui s'était fait avec l'accord tacite du Hezbollah, notamment pour la question de l'attribution des ressources gazières qui sont gigantesques, paraît-il, en Méditerranée orientale. Donc il n'y a pas de guerre d'Israël contre le Liban, contre l'État libanais, même s'il faut dire que le Hezbollah a quand même phagocyté véritablement depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, l'État libanais, notamment après le départ de la Syrie, et qu'il en tient il y a la partie apparente du Hezbollah et la partie la moins visible, c'est-à-dire que le fait que le Hezbollah est décisionnaire dans tous les organes de sécurité libanais, dans l'armée, les forces de sécurité intérieure, la sûreté générale, héritée de notre sûreté générale française, qui existe en tant que telle au Liban, qui était dirigée par Abbas Ibrahim, qui est un homme notoirement lié au Hezbollah. Alors, je voudrais, par une question, que vous apportiez une précision. Hassan Nasrallah, qui a été tué par l'aviation israélienne, était le président du Conseil du Djihad, c'est-à-dire un organisme qui en réalité décidait des assassinats. C'est le Conseil du Djihad, donc Nasrallah, qui a décidé l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais, qui a décidé de la plupart des attentats du 23 octobre 83 contre les parachutistes français, contre les Marines, qui a décidé en 83 la pulvérisation de l'ambassade des États-Unis, puis du consulat des États-Unis, etc., etc. C'est-à-dire de tous les assassinats. Certes, il était charismatique, tout le monde l'écoutait, mais c'était aussi le maître des assassinats du Hezbollah. Bien sûr, puisque dans l'assassinat de Rafik Hariri, il faut rappeler que les rapports d'enquête et les conclusions notamment du tribunal spécial du Liban, dans le cadre des Nations Unies, concluent en fait à une implication des services de renseignement syriens, voire directement, l'a-t-on dit, de Bachar el-Assad, d'après un certain nombre de témoignages, et également des exécutants qui seraient Hezbollah, puisque les 4 personnes qui ont été mises en cause nommément et en accusation et condamnées par contumace par le tribunal spécial sur le Liban sont 4 dirigeants du Hezbollah.
Donc on peut penser que le Hezbollah a pratiqué cet assassinat. Il avait également, vous savez, il y a toujours en droit l'adage « is fecit qui prodest », à qui profite le crime. Et pourquoi en effet Hariri a été assassiné? Parce qu'il était un grand leader sunnite, et que vous savez, pour réaliser cet arc chiite, Iran, Irak, Syrie, Liban, et ensuite, alors pas chiite, mais lié au Hamas, il fallait couper en effet Hariri, qui était en quelque sorte, qui donnait aux sunnites encore une certaine prégnance sur le Liban. Et en effet, cet assassinat explique depuis le recul considérable de la communauté sunnite par rapport aux chiites au Liban, qui n'a plus de leader historique, puisque les fils Hariri ont plus ou moins lâché la barre. Donc en effet, le Hezbollah avait toutes les raisons objectives et ensuite techniques et politique de commandité de l'assassinat de Rafik Hariri. Alors, finalement, l'affaiblissement du Hezbollah, est-ce qu'il explique le fait qu'aujourd'hui, Alep, deuxième ville économique de Syrie, est tombée aux mains du djihad islamique? Est-ce que le Hezbollah, qui avait protégé et sauvé quasiment le régime de Assad, et provoqué une émigration très importante des Syriens au Liban, est-ce que l'affaiblissement du Hezbollah explique l'offensive du djihad islamique et la chute d'Alep? Bien sûr, il y a une concomitance entre les deux éléments. Il faut savoir que la Syrie, au début de la guerre, en 6 mois, a perdu une grande partie de ses forces spéciales, qui étaient souvent formées d'alaouites. Et ce qui reste des forces spéciales s'est retiré sur le nord-ouest alaouite. Hein, c'est autour de Tartous, l'attaquer, pour protéger en quelque sorte ce qu'on appelle un alaouistan, c'est-à-dire que en cas de morcellement définitif de la Syrie, que les alaouites aient au moins la garantie d'un État, chose à laquelle ils ont toujours pensé, y compris dans la mouvance de la famille Assad. Et que sont aujourd'hui les forces spéciales en Syrie, aux côtés du gouvernement syrien? Eh bien, le Hezbollah, les unités combattantes des Pasdaran iraniens et les milices chiites irakiennes, pro-iraniennes, parce qu'il y a des milices chiites en Irak qui ne sont pas pro-iraniennes, notamment Moqtada Sadr et d'autres. Donc, en fait, la Syrie est totalement dépendante en termes de défense et de forces spéciales les plus efficaces de l'extérieur, sans parler bien sûr de la couverture stratégique russe. Et en effet, la prise d'Alep s'explique par un affaiblissement, un épuisement de l'armée syrienne. Hein. Il y a quand même, depuis 13 ans de guerre, un affaiblissement de l'armée syrienne et du mal à recruter. Je rappelle que quand même la Syrie, en termes d'émigration et de déplacement, la moitié de sa population a été touchée. Hein, sur 20 millions d'habitants, il y a presque 10 millions de Syriens qui sont pratiquement sortis du jeu, notamment de la conscription. Donc il y a eu un affaiblissement, et puis il y a un jeu également général. Hein, cette offensive ne vient pas de nulle part. Le mouvement Tahrir, qui est un des avatars du Front al-Nosra, qui lui-même est lié à Al-Qaïda, on le sait, a quand même la protection, ou du moins l'agrément stratégique de la Turquie, hein, qui revient dans le jeu. C'est un retour spectaculaire de la Turquie dans le jeu en Syrie, concomitamment à l'affaiblissement du Hezbollah. Alors, vous avez cité 2 villes du littoral syrien, Tartous et Latakia. C'est là où les Russes font relâche avec leurs bateaux et leurs Oui, sous-marins. et la base de Hanmech, notamment. Et vous avez parlé de l'appui russe. Ils ont encore quasiment une quinzaine, vingtaine d'avions basés en Syrie et n'interviennent pas pour l'instant dans la chute d'Alep. Il y aurait eu des bombardements sur Idlib, en fait, sur les bases arrières. Hein, d'après les informations qu'on a, Idlib, hein, qui est la poche de djihadistes, hein, aujourd'hui, Idlib aurait été bombardé puisque c'est la base de départ, notamment de Al-Tahrir et des organisations islamistes qui ont pris Alep aujourd'hui. Est-ce que l'intervention russe peut sauver Assad? Elle l'a sauvé une première fois. Il faut savoir comment aujourd'hui les Russes ont quand même d'autres préoccupations. Ils sont quand même très engagés en Ukraine, concentrés là-dessus, mais personne n'a intérêt à la chute d'Assad aujourd'hui. Quand vous dites personne, c'est-à-dire? Pas grand monde, c'est-à-dire que est-ce que les Israéliens ont intérêt à la chute d'Assad, à ce qu'il y ait un émirat éventuel? On sait quand même que il y a eu des bombardements en Syrie, il y a eu qui ont touché le Hezbollah essentiellement. Ce qu'Israël reproche à la Syrie, ce sont les liens avec le Hezbollah et l'Iran. On a toujours essayé, vous savez que les Assad, il y a toujours eu une certaine complaisance d'Israël avec les Assad,
plus avec le père qu'avec le fils, c'est vrai, qui a orienté différemment la politique syrienne. Mais est-ce que les États-Unis, est-ce que les Européens ont intérêt à la chute d'Assad? Peut-être pas. L'affaiblissement, oui, la chute, non. Donc, vous pensez de toute façon que le régime d'Assad va survivre. Ben, il survivra même réduit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a quand même perdu une partie de son territoire, hein, c'est-à-dire la poche d'Idlib, la zone du nord, zone frontière du nord tenue par les forces kurdes, le YPG notamment, mais globalement, il se maintient dans ce qu'on appelle la Syrie utile. Hein. C'est-à-dire quand même 75% de la Syrie utile, de la Syrie sont du désert, la Syrie urbaine. Alors Damas en effraie Hama, mais il a perdu Alep. Et là, c'est important parce que Alep, c'est quand même la deuxième ville du pays, c'est le poumon économique, hein, c'est la ville d'où est issue toute la bourgeoisie d'affaires commerçante sunnite et chrétienne. Hein. Je rappelle qu'avant la guerre en Syrie, il y avait 200 000 chrétiens à Alep, il n'y avait plus que 20 000, 25 000 au moment de la reconquête de la ville, et aujourd'hui ils fuient en masse. François Constantini, vous connaissez très bien cette région. Et évidemment, historien, vous connaissez aussi le poids, l'influence de la France au Liban. Est-ce qu'elle compte encore, la France, aujourd'hui? Quand je donnais mes cours à Beyrouth, je regardais l'Institut culturel français, je me disais, c'est ce qui reste à la France. Elle compte encore au niveau culturel, elle essaye de défendre la francophonie. En termes politiques, elle compte peu. Elle compte en affect, parce que la France, pour les Libanais, pour les chrétiens singulièrement, c'est toujours un peu ce morceau d'Occident, c'est ce morceau de leur culture un peu multiple qui les caractérise. Maintenant, en plan politique, la France a décliné pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que l'Union européenne a pris le relais au plan diplomatique, au plan des aides. Donc, la France fait avec l'Union européenne en termes d'intervention diplomatique. Elle a essayé d'avoir une influence. Alors, on sait que Jean-Yves Le Drian est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron au Liban pour essayer de déverrouiller la situation pour faire élire un président, mais le nœud est tellement inextricable que je pense que même un expert aujourd'hui n'y arriverait pas. Le Liban, il faut le dire quand même, malheureusement, est marginalisé par les États-Unis, par un peu tout le monde qui se soucie aujourd'hui du Liban. Le Liban n'est plus un nœud stratégique. La Syrie est un nœud stratégique, la Turquie en est un, l'Irak en est un, Israël, bien sûr, est d'un grand intérêt stratégique. Quant au Liban aujourd'hui, bien la peur, c'est qu'il tombe un peu dans l'oubli. C'est qu'il intéresse un peu les gens que lorsqu'il y a un conflit qui est réactivé entre Israël et le Hezbollah. Je doute en effet que l'influence française aujourd'hui, elle reste culturelle, disons-le. Et est-ce que finalement l'affaiblissement du Hezbollah ne va pas aider à élire enfin un président de la République? C'est toute la question, mais le Hezbollah, vous savez, comme je dis, les Israéliens n'ont pas bombardé la Chambre des députés. Donc ils ont pas anéanti le groupe du Hezbollah, ni les groupes qui leur sont fidèles. Alors, il peut y avoir en effet une révision des alliances. On sait par exemple l'alliance Aoun-Hezbollah, aujourd'hui, bat de l'aile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gebran Bassil, le pâle successeur d'Aoun à la tête du courant patriotique libre, son propre gendre, et sur le reculoir, un certain nombre de figures ont quitté le mouvement, et aujourd'hui, son alliance avec le Hezbollah n'est plus au même niveau. C'est-à-dire qu'il a même été obligé de se détacher du Hezbollah, notamment avec le conflit entre le Hezbollah et Israël, du fait que les chrétiens, notamment, lui reprochaient une position trop proche du Hezbollah. Alors ça peut en effet rebattre un petit peu les cartes au sein du Parlement libanais, trouver peut-être une majorité, un bloc chrétien qui se serait reconstitué, celui qui avait favorisé l'élection d'Aoun 2016, hein, puisque c'est Samir Jaja. Il faut rappeler quand même un peu qui était Aoun, général, Aoun, militaire, Alors général chrétien maronite, chrétien maronite, oui, car un président de la République ne peut être que chrétien maronite selon la le constitution pacte national. libanaise. Le président, le premier ministre musulman sunnite et le président de la Chambre des députés chiite. Alors les chiites réclament d'ailleurs un peu plus de présence politique au plus haut niveau. Alors, en effet, il y a une tripartition, mais ils ont quand même eu, aujourd'hui, vous avez un pouvoir exécutif très fort au Liban, c'est que d'une part, le président de la Chambre est élu pour 4 ans, de façon inamovible, ce qui n'est pas la pratique dans la plupart des régimes parlementaires, où on réélit le président souvent ou à mi-mandat ou au fur et à mesure des sessions, et il est maître total de l'ordre du jour, du législatif. C'est-à-dire que même le gouvernement ne peut pas faire sans lui. Donc il a également aujourd'hui un pouvoir de blocage considérable. Hein, rajoutons également que au plan des élections de la démographie, les chiites ayant une démographie en effet beaucoup plus forte
que les autres communautés, ils ont également une prédominance. On sait qu'aujourd'hui, un tiers des députés chrétiens sont élus avec l'aval des populations chiites, ce qui expliquait notamment ce rapprochement tactique entre Aoun et le Hezbollah. Est-ce que le drame du Liban, c'est pas la multiplicité des confessions? Malheur, comme dit dans la Bible, malheur au pays où il existe 1000 confessions, notamment. Il y en a 19. Voilà, il y a 19 reconnus également. Alors, c'est pas le malheur, c'est un état de fait. Le Liban est fait de minorités. Le Liban, c'est d'abord le mont Liban, hein, qui est le noyau originel du pays. C'était le lieu de refuge des Maronites, persécutés par les Byzantins, ensuite par les musulmans sunnites, les chiites persécutés, puis les Druzes. Hein, donc tout le monde est un petit peu une minorité. Et le problème, en effet, c'est le caractère. Il n'y a pas d'État multiconfessionnel qui était géré de façon idéale. Multiconfessionnel, multiculturel, ça n'a jamais été un idéal dans les États. Mais c'est un état de fait que le Liban a toujours fait comme ça et qu'il a toujours fallu trouver un modèle d'organisation. Et le système multiconfessionnel, à partir du moment où il n'est pas accentué, où il n'est pas injuste, en effet, permet en effet une représentation de tous. C'est en quelque sorte un moindre mal. François Constantini, vous qui connaissez parfaitement la situation intérieure libanaise, vous nous avez expliqué que la France a perdu de son poids politique, a toujours un poids culturel. Mais qu'est-ce un poids culturel par rapport au poids politique? Pas grand-chose, c'est de l'affectif en général. Hein. Même si le poids culturel peut avoir une importance dans le maintien de l'identité d'un pays, dans l'éducation, dans la formation, dans peut-être les mentalités, notamment des élites, mais en quelque sorte, la France, qui a été à l'origine quand même du Grand Liban, hein, du mandat et puis du Liban indépendant, finalement, il n'y a plus qu'un rôle symbolique. Le recul de la France au Liban, c'est également le recul général de la diplomatie française, il faut le remarquer. Merci.